Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce nouveau podcast, donc dernier de la série de ces 3 podcasts que nous avons effectués durant ces 3 semaines, revenant sur la géopolitique chinoise, asiatique de mai 2026, focalisé sur les visites de dirigeants étrangers, donc américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine, à Pékin, en Chine, pour rendre visite au dirigeant chinois Xi Jinping. Donc du 19 au 26 mai, c'était le tour du président russe Vladimir Poutine d'effectuer une visite d'État en Chine à l'invitation de Xi Jinping. Il s'agissait de la 25e visite de Poutine en Chine depuis que Xi Jinping dirige le pays, ce qui signifie presque 2 visites par an en moyenne. Donc c'est assez significatif puisque ça dit que Poutine est le dirigeant étranger le plus souvent accueilli parmi l'ensemble des leaders mondiaux du fait d'une actualité actuellement d'une double longévité exceptionnelle. 25 ans de pouvoir pour Poutine et 13 ans pour Xi Jinping. Donc c'est sur cette base que cette visite, se structure, et elle s'inscrit en fait dans une série de visites marquantes. Si on remonte un tout petit peu dans le temps, on peut se rappeler que Poutine était l'invité d'honneur du défilé militaire organisé par la Chine en septembre 2015 pour commémorer le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un thème récurrent, en fait, de lien entre les deux pays. En février 2022, Poutine se rend à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver. Et c'était une visite essentielle. Pourquoi ? Parce que on se rappelle peut-être que cette visite, elle était quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et c'est à ce moment-là que ça marque le début du partenariat d'amitié sans limite entre les deux pays. Et 2 semaines après l'invasion de l'Ukraine, il est très probable que la Russie n'aurait jamais envahi l'Ukraine si elle n'avait pas eu cet accord d'amitié sans limite avec Pékin. Pékin est depuis le début derrière la Russie dans cette guerre. Et ça a été assez en fait amusant, peut-être si l'on peut dire, que pendant les 2-3 premières années de cette guerre, il y a eu tellement d'éditos disant que voilà, la Chine était la seule qui pouvait, empêcher la guerre, faire terminer la guerre. On voit que 4 ans après, la Chine n'a joué aucun rôle positif dans l'évolution de cette guerre, et il est probable, comme cela a été dit, reconnu par le pouvoir chinois, que la défaite de la Russie est pour la Chine quelque chose qui n'est pas acceptable. Enfin, en septembre 2025, Poutine a assisté au défilé militaire célébrant la victoire de la Chine sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, aux côtés du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, ce qui marque ainsi le rapprochement tripartite du clan occidental eurasien, c'est-à-dire Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, Russie, Chine, Corée du Nord. Et ça, c'est important. Il y a là la constitution de narratif qui va en fait se poursuivre encore avec la rencontre de mai 2026 qui coïncide avec le 30e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique sino-russe et le 25e anniversaire de la signature du traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la Chine et la Russie. Cette rencontre ne semble pas avoir eu, cette rencontre donc de mai 2026 ne semble pas avoir eu de résultats notables, si ce n'est la décision chinoise de prolonger l'exemption de visa pour les citoyens russes jusqu'au 31 décembre 2027. Et même d'une certaine manière, cette rencontre pouvait un peu pouvait jeter certains doutes dans la mesure où ce qui devait symboliser le renouveau de confiance et la complémentarité entre Pékin et Moscou, à savoir l'annonce attendue d'avancer sur le projet Force de Sibérie 2, donc c'est un pipeline qui devait relier la Russie à la Chine et qui, s'il était mené à terme, pourrait transporter jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an vers la Chine, soit 12% de sa consommation totale.
En fait, surtout par rapport aux difficultés croissantes de l'économie russe, aux sanctions occidentales, ce projet avait une importance majeure pour la Russie. Mais la rencontre, donc entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, donc du 19-20 mai 2026, s'est achevée sans qu'on ait vraiment abordé le projet, ou plus exactement, sans qu'il y ait il y a eu un accord de principe, mais sans calendrier clair, ce qui fait que le projet reste un peu dans les limbes, et c'était un aspect essentiel. Alors on peut essayer de comprendre cela. Sans doute la Chine ne veut pas non plus complètement, on va dire, rajouter dans sa dépendance énergétique à la Russie, et aussi évidemment la différence. Il y a la différence entre la Chine et la Russie est de plus en plus évidemment en faveur de la Chine. Il y a pourtant quelque chose qui rendait, malgré ces résultats assez faibles, qui rendait cette rencontre importante, c'est le contexte global dans lequel elle survient. Donc l'absence, en effet, parce que l'absence de perspective de changement ou de renouvellement clair ou planifié au sommet de l'État russe et en Chine indique que les rapports entre les deux pays sont liés au sort de leurs dirigeants respectifs. Donc ça signifie que cette amitié sans limite Chine-Russie, elle est liée aussi au régime de Poutine et au régime de Xi Jinping. Si Xi Jinping semble ancré au plus haut niveau du pouvoir, on peut constater que le régime de Poutine, après 25 ans de pouvoir, connaît une forme d'usure avec plusieurs marqueurs. L'indice de bonheur général en Russie a chuté à son plus bas depuis 15 ans en avril, selon un institut de sondage d'État, c'est pas un organe indépendant. Et plusieurs enquêtes ont montré que la cote de popularité de Poutine avait atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Donc là aussi, ce sont des statistiques officielles. Et sur les réseaux sociaux russes, il y a eu beaucoup récemment de vidéos qui sont ressorties, on va dire manifestant la frustration envers les autorités, et notamment à cause de la coupure Internet, et des coupures Internet qui sont plus ou moins diligentées par le KGB. Donc il y a eu de nombreuses vidéos qui montrent des petits commerçants qui sont s'insurgeant contre les hausses d'impôts, donc les habitants qui se plaignent des coupures Internet à répétition, et les agriculteurs sibériens qui refusent les abattages de bétail, etc., sans parler évidemment de tous les problèmes énergétiques et d'inflation. Et cette situation globale, cette situation interne, elle répercute une situation globale qui est déclinante, si l'on peut dire, avec une perte d'influence croissante. Syrie, Venezuela, Iran, en Afrique, Cuba. Donc les chutes, les revers ou les pressions, les tremblements des régimes de ces pays, ça concerne pas simplement les alliés de Pékin, mais aussi Moscou. Donc, par exemple, les difficultés des milices russes au Mali et au Niger face aux armées djihadistes, et de même que le fait que la Russie semble ne plus avancer en Ukraine, ça montre une sorte, on va dire, de surplace ou de retrait au niveau de un impact global. Évidemment, de ce point de vue-là, la Russie se met en position de faiblesse par rapport à la Chine. On estime environ 1,5 million le nombre de victimes depuis le début de la guerre. Ça veut dire 3% de la population masculine russe en âge de combattre a été tuée ou blessée. Si les forces russes ont conquis 220 km² cette année, soit 0,04% du territoire ukrainien, l'Ukraine, semble-t-il, aurait repris 189 km² aussi depuis le début du printemps. Donc, on peut pas confirmer. Alors, il y a une rumeur qui est apparue dans le Financial Times. On peut pas vraiment la confirmer, selon laquelle Xi Jinping aurait déclaré à Donald Trump que Vladimir Poutine pourrait regretter d'avoir envahi l'Ukraine. Alors, est-ce qu'il a dit vraiment ça? On peut en douter. Mais il est évident que si jamais il y avait un doute dans l'esprit des dirigeants chinois, il était impératif pour la Russie de le lever. D'où en fait cette visite. Alors cette visite, évidemment, a été planifiée avant la visite entre Poutine et Xi Jinping a été planifiée avant la visite de Donald Trump,
mais elle est importante parce que elle permet à la Russie de savoir ce qui s'est dit, elle permet à la Russie de savoir où la Chine se tient, au moment où justement les États-Unis semblent desserrer leur emprise ou leur pression sur la Chine, comme si en fait le but de Donald Trump c'était d'essayer en fait en enlevant la pression de l'un sur l'autre, d'essayer en fait de jouer l'un contre l'autre. Mais il y a ici en fait une partie assez complexe dont on peut douter si ça va marcher. Donc d'un côté, Xi Jinping et Poutine sont assez clairs dans leur volonté de mettre fin à l'ordre mondial occidental. Ils rejettent sur l'Amérique la faute du chaos actuel, notamment en Iran. Mais en même temps, chacun cherche à cultiver une forme de proximité avec le dirigeant américain et on va dire d'affaiblir au niveau de tension qu'ils reçoivent des États-Unis. Et là, il y a quelque chose qui est une sorte de paradoxe, parce qu'une proximité Trump-Poutine rend Poutine plus fort et moins isolé dans son rapport à Xi Jinping, de même qu'une proximité Trump-Xi rend Xi Jinping encore plus dominant face à Poutine. Donc cette visite de Poutine à Pékin se comprend dans ce cadre, dans le cadre aussi du conflit évidemment en Iran. Et Xi Jinping et Vladimir Poutine ont fait une déclaration commune, dans laquelle ils déclarent « L'agenda mondial pour la paix et le développement est confronté à de nouveaux risques et défis avec le danger de fragmentation de la communauté internationale et le retour à la loi de la jungle. Les parties constatent avec préoccupation que les actions unilatérales menées par des États, des associations interarctiques et leurs alliés qui entravent le transport maritime international, menacent l'intégrité des chaînes d'approvisionnement mondiales et du commerce maritime en général. » Alors là, c'est évidemment une déclaration qui est très belle. C'est intéressant parce que pendant très longtemps, la Chine, la Russie s'est vue porteur du Global Sud en dénonçant le discours double standard, un poids deux mesures de l'Occident. Mais évidemment, c'est ce qu'elle fait abondamment. Le retour à la loi de la jungle, on peut dire, et les actions unilatérales, elles concernent autant les États-Unis que la Chine, que la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, ou la Chine vis-à-vis des Philippines, du Japon, du Taïwan, de la mer de Chine du Sud, etc. Donc s'il y avait peut-être à un moment donné l'hypothèse d'une sorte de stratégie à la Nixon renversée, c'est-à-dire c'était un rapprochement entre Washington et Moscou contre Pékin. En fait, ça tient pas la route. Ça tient pas la route puisque il y a un rapprochement Chine et Russie. La volonté de Trump de à la fois, on va dire, ne pas soutenir l'Ukraine et donc de laisser la Russie libre, et en même temps de ne pas chercher à confronter directement la Chine, en fait, renforce leur partenariat et d'une certaine manière isole Washington elle-même. Donc en fait, c'est plutôt que de jouer l'un contre l'autre, plutôt que Washington qui essaye de jouer Moscou contre Pékin en isolant l'un des deux, c'est le contraire qui se passe. C'est en ce moment, c'est plutôt Chine et Russie qui on va dire se rapprochent en isolant Washington de ses alliés occidentaux. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui, et finalement ce qui se passe à Téhéran est un peu le signe de cette étrange faiblesse de la nation la plus puissante au monde, à savoir les États-Unis. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.